La semaine dernière, Vladimir Poutine a pris la parole au Forum économique oriental, dirigé par la Russie, à Vladivostok, situé dans l'extrême-orient russe. Il a participé à une table ronde avec le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim et le vice-président chinois Han Zheng. Lors de la table ronde, il a discuté de la décision de l'Europe de se distancer de l'énergie russe, qu'il a qualifiée d'irrationnelle. Il a également mentionné qu'il serait prêt à négocier la reprise des approvisionnements en gaz par le seul gazoduc Nord Stream, encore fonctionnel à tout moment. Je fournirai plus de commentaires après la vidéo. Mais d'abord, voici une traduction en anglais de ce que M. Poutine a réellement dit. Mais l'Ukraine refuse notre transit. Cela signifie que les volumes de gaz entrant en Europe vont diminuer. Le gaz circulera par d'autres routes, notamment via le flux turc, et peut-être en partie par le flux bleu vers la Turquie, bien que cela soit destiné à la consommation intérieure. Néanmoins, cela contribuera à la stabilité énergétique en Europe. Mais c'est leur choix. Comment cela les affectera, je ne sais pas. Nous nous occupons de nos affaires et qu'ils s'occupent des leurs. Vous comprenez l'attitude envers leurs propres questions de la part des alliés et partenaires, que beaucoup démontrent aux États-Unis et en Ukraine, semble très étrange. Pour moi, c'est tout simplement incompréhensible. Au fond de la mer Baltique, le gazoduc Nord Stream a été explosé. Les deux lignes de Nord Stream 1 et une ligne de Nord Stream 2 ont été détruites. D'ailleurs, une ligne existe encore et est en état de fonctionnement. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement allemand d'appuyer sur le bouton, de négocier avec l'activé? Combien cela représente-t-il? 25 milliards de mètres cubes par une ligne. 27,5 milliards de mètres cubes de gaz iraient immédiatement en Europe, en Allemagne. Pourquoi ne le font-ils pas? Je ne comprends pas. Ils peuvent recevoir du gaz par le territoire ukrainien, ils peuvent l'obtenir par le gazoduc turc, mais ils ne peuvent pas par la ligne qui passe au fond de la mer Baltique. À mon avis, c'est une sorte de diffamation professionnelle, de schizophrénie, tout simplement des absurdités. Pourquoi? S'ils ne le veulent pas, alors il n'est pas nécessaire. Nous allons progressivement augmenter nos livraisons vers d'autres régions du monde, y compris la République populaire de Chine. Nous avons un bon projet de livraisons en Chine qui a été élaboré avant toutes ces crises en Europe et sur le front ukrainien. L'année prochaine, nous atteindrons une capacité projetée de 38 milliards de mètres cubes. De plus, depuis l'Extrême-Orient, de Sakhalin à Vladivostok, nous prévoyons également de livrer encore 10 milliards de mètres cubes en Chine. Nous étudions d'autres routes. Je le répète, cela n'a rien à voir avec les événements en Ukraine. Ce sont nos accords qui ont été atteints il y a de nombreuses années. Nous allons tout mettre en œuvre. De plus, nous allons développer la liquéfaction du gaz. Oui, on essaie de nous créer des problèmes, mais cela continue de se développer. Et la part de la Russie dans les approvisionnements mondiaux en gaz naturel liquéfié augmente progressivement. Ce n'est pas si important, comme nous le souhaiterions, mais nous allons continuer, malgré les difficultés que l'on essaie de nous imposer. Quel est le problème? Quiconque essaie de fermer notre secteur énergétique, c'est impossible, car la production est à son maximum en fonction des besoins du marché mondial. C'est tout simplement impossible, vous comprenez? Imaginons que demain tout se ferme, le gaz, le pétrole et ainsi de suite. Mais l'économie mondiale ne supportera pas une telle fermeture. Les prix vont simplement s'envoler, mais les gens continueront d'acheter. Sans cela, c'est impossible. C'est là toute la question. Lorsque nos détracteurs et ceux qui imposent des restrictions illégales dont a parlé le vice-président de la République populaire de Chine agissent ainsi, ils ne le font pas par grande intelligence, comme on dit dans de tels cas, mais par pure émotion. Il n'y a pas de résultat.
Ils ne sont guidés que par l'arrogance et la présomption. Et le résultat s'avère être l'inverse de ce qui était attendu. Donc nous réglerons nos problèmes. Oui, peut-être avec quelques pertes, mais nous les réglerons quand même. Et ceux qui ne veulent pas coopérer avec nous, qu'ils subissent des pertes. Nous voyons ce qui se passe dans les pays européens. Beaucoup d'entre eux sont au bord de la récession, et la situation va s'aggraver. Parce que ceux qui leur fournissent des ressources énergétiques se soucient avant tout de leurs propres intérêts nationaux, y compris aux États-Unis. Ils fournissent 2 à 3 fois plus que nos sources d'énergie, par exemple, le gaz. Bien sûr, l'économie de l'Europe, y compris l'Allemagne, qui dépend de nos ressources énergétiques, traverse de sérieuses épreuves. De nombreux secteurs ferment, tout simplement. Mais ce n'est pas notre choix. Nous sommes prêts. S'il vous plaît, négociez avec la Pologne pour qu'elle ouvre les systèmes de pipeline. Ils existent. Yamal, Europe de l'Ouest. Les Polonais les ont fermés. Maintenant, l'Ukraine ferme une autre route. Le Nord Stream 2, au fond de la mer Baltique, n'est pas activé. S'ils ne veulent pas, tant mieux. Cela leur causera des dommages. Pour nous, il y aura une certaine réduction des revenus, mais ce n'est pas grave. Gazprom fournira davantage à l'intérieur du pays. C'est aussi bien. Now, isn't this interesting? And if we look at a map, then N'est-ce pas intéressant? Si nous regardons une carte, nous voyons que Nord Stream n'est pas le seul gazoduc reliant la Russie à l'Europe. Il existe tout un réseau qui est encore opérationnel. Le seul gazoduc qui est physiquement endommagé est Nord Stream 1. Selon Vladimir Poutine, et comme les Russes le disent depuis 2 ans, sur les 4 gazoducs allant vers l'Europe, qui sont regroupés par paires, l'un est intact et pourrait transporter du gaz russe supplémentaire directement vers l'Allemagne. Additional Russian gas straight to Germany. That is of course the big difference between pipelines like Nord Stream. C'est la grande différence entre les pipelines comme Nord Stream et les autres qui vont en Europe. Les autres pipelines doivent traverser au moins 2 pays supplémentaires pour atteindre l'Europe centrale. Par exemple, le pipeline Yamal Europe passe par la Biélorussie et la Pologne pour atteindre l'Allemagne. Ensuite, il y a le pipeline Brotherhood qui passe par l'Ukraine. Nous avons aussi le pipeline Soyuz qui passe également par l'Ukraine. Tous ces pipelines sont susceptibles de sabotage. Plus important encore, ils n'ont pas été détruits. Cependant, à un moment donné, ces pipelines ont été perturbés par les gouvernements hôtes, coupant ou menaçant de couper le flux d'énergie. Fait intéressant, même pendant que la Russie et l'Ukraine sont en guerre, du gaz continue de circuler à travers les pipelines. Cela est particulièrement important pour la Hongrie et la Slovaquie, qui ont besoin de ce gaz pour maintenir leurs économies en marche. De plus, il y a des pipelines dans le sud qui traversent la mer Noire et se connectent à la Turquie. Il y a aussi quelques pipelines prévus, indiqués par des lignes pointillées sur les cartes, qui ne sont pas encore construits, mais dont la construction est attendue à l'avenir. L'un d'eux est un nouveau pipeline South Stream qui pourrait éventuellement relier la Grèce et l'Italie. Ces projets sont en cours. Italy, so these projects are there. And I think what Vladimir Putin in this discussion was talking about with Je pense que ce dont Vladimir Poutine discutait avec ses invités en Extrême-Orient, c'est que la décision actuelle des Européens est inattendue par rapport aux 30 dernières années de coopération. Il suggère que cette coopération pourrait revenir à un moment donné. Bien que la guerre en Ukraine soit la principale motivation des Européens pour couper les approvisionnements énergétiques, cela leur fait plus de mal qu'à la Russie. C'est là que nous devons souligner comment les sanctions ont échoué. Les sanctions étaient une erreur significative. Cependant, l'Union européenne peut encore prétendre que ces sanctions ont fonctionné parce que certains indicateurs ont baissé, et ils continuent de le faire.
because certain indicators went down, and they do that constantly. I'll talk about this graph in a second, but just to tell you, if you... Je vais parler de ce graphique dans un instant. Mais d'abord, si vous lisez le blog de Borrell, vous remarquerez qu'il n'est pas bien entretenu. Il est sur la page d'accueil du service diplomatique de l'Union européenne, où il écrit régulièrement, ou du moins c'est publié sous son nom. Quand vous le lisez, vous pouvez comprendre comment il pourrait dire des choses comme ceci. Fermer le robinet des réexportations de gaz russe est maintenant la nouvelle stratégie de l'Union européenne. Il affirme que les sanctions ont considérablement affaibli l'économie russe. Il fournit même un lien comme preuve. Fait intéressant, le lien mène à un autre article qu'il a lui-même écrit. Funnily enough, though, the link actually links to another article that he wrote himself. No, time is not on Russia's side. That's actually the link where it leads to. Non, le temps ne joue pas en faveur de la Russie. C'est en fait là que mène le lien. Pour prouver son point de vue, M. Borrell se cite lui-même, faisant des allégations dans un autre article. Mais ce n'est pas le sujet. Tout ce que je veux dire, c'est que le discours de l'UEPNMA reste qu'il y a des indicateurs montrant que la Russie souffre, surtout avec la baisse de ses revenus pétroliers. La logique est que l'Europe n'achète plus de pétrole et de gaz à la Russie. Donc ses revenus s'effondrent, et elle ne peut pas utiliser cet argent pour la guerre en Ukraine. Par conséquent, vous affaiblissez l'effort de guerre. C'est la logique. Mais deux choses. D'abord, oui, les exportations d'énergie russe vers l'UE, mesurées en milliards de dollars, ont certainement diminué. Undisputedly declined, right? If we look at where Russian exports were like in January, Si nous regardons où en étaient les exportations russes en janvier 2022, juste avant l'opération militaire spéciale, ils exportaient environ 16 milliards de dollars américains de pétrole vers l'Union européenne. Ces fluctuations dépendent fortement du prix du pétrole sur le marché, qui est connu pour être volatile. Au cours d'une année, ce montant a considérablement diminué. Ce n'est pas zéro, cependant. Des pays comme la Hongrie, la Slovaquie, l'Allemagne et le Royaume-Uni importent encore un peu de pétrole ou de gaz de Russie. Nous ne sommes pas à zéro. Nous n'avons jamais atteint zéro. Mais maintenant, nous sommes dans la fourchette de 1,5 milliard de dollars américains de pétrole. Donc c'est certainement en baisse. Range, so definitely down. But the important thing is that from the Russian L'important, c'est que du point de vue russe, ce déclin n'est pas dramatique. Actuellement, leurs exportations de combustibles minéraux augmentent à nouveau. Ce graphique est assez intéressant. Il montre les exportations russes de combustibles minéraux par destination, mesurées en milliards de dollars entre 2019 et 2023. Vous pouvez voir l'UEMA représentée par la partie vert foncé ou bleu foncé. Ensuite, nous avons la Chine et d'autres pays comme l'Inde qui ont commencé à acheter beaucoup plus de combustibles minéraux à la Russie. Il y a une baisse nette, un déclin abrupt entre 2022 et 2023. Cependant, ces revenus que la Russie peut générer augmentent déjà à nouveau. Revenues that the Russians can make are increasing again, right? I mean, by December 2023, and the chart unfortunately doesn't... À la fin de décembre 2023, les revenus russes, mesurés en milliards de dollars, s'élevaient à 20 milliards de dollars américains. C'est nettement plus élevé que les moins de 15 milliards de revenus en janvier 2021. Donc la Russie se porte mieux maintenant qu'en 2021, lorsqu'il n'y avait pas de guerre. Je ne dis pas que la guerre est une bonne chose. Je souligne simplement que le récit suggérant que les Russes sont étouffés et que leurs exportations de gaz et de pétrole ne fournissent pas assez d'argent pour alimenter leur guerre est erroné. De plus, ces revenus sont maintenant gagnés dans diverses devises. La Russie vendait auparavant son pétrole en USD, mais juste avant que le gazoduc Nord Stream ne soit saboté, elle a commencé à exiger des paiements de l'Union européenne en roubles russes. Ce n'est pas de l'argent qui va directement à l'effort de guerre. C'est de l'argent que l'État russe utilise en général pour acheter des choses de divers endroits,
surtout si ces échanges ne sont pas libellés en roubles russes, mais dans des devises comme le yen japonais ou la roupie indienne. Ensuite, l'État russe peut utiliser ces revenus pour acheter à nouveau des choses de ces pays. Le lien que l'Union européenne essaie de faire à plusieurs reprises entre les revenus pétroliers et la capacité de mener la guerre est complètement erroné. Ce n'est tout simplement pas vrai. La Russie ne dépend pas de cela pour mener la guerre. En fait, avoir accès à ces hydrocarbures et pouvoir les utiliser pour leur propre armée est bien sûr bien plus important que l'argent qui en provient. Than the money that comes out from this. So Russia has a real economy that is able to support. Donc la Russie a une véritable économie, capable de soutenir et de maintenir la guerre qu'elle mène en Ukraine. Le problème n'est pas le côté monétaire, c'est le côté des ressources. La façon dont la guerre se déroule sur le champ de bataille le prouve. La question pour les États est de savoir quel type de ressources réelles ils possèdent. Cela inclut les hydrocarbures, la main-d'œuvre, l'accès aux minéraux et terres rares, et même l'accès aux microprocesseurs et la capacité de les produire. Ce sont des questions cruciales. L'aspect monétaire est secondaire, du moins à ce stade, dans les luttes existentielles. Dans l'ensemble, je dirais que la présentation de Vladimir Poutine à Vladivostok montre qu'il veut impressionner ses hôtes et signaler sa rationalité aux partenaires d'Asie de l'Est. Il se concentre sur ce qui a du sens et ce qui n'en a pas. Cela indique que la Russie veut se présenter comme un partenaire fiable sur la scène mondiale, en particulier envers la Chine, la Malaisie et à travers la Malaisie vers l'ASEAN. La Russie essaie de montrer qu'on peut compter sur elle pour tenir ses promesses. Elle souligne qu'elle n'est pas responsable de l'arrêt du pétrole. C'est l'autre camp qui ne veut plus le recevoir, ce qui est imprudent. La plupart du public comprend probablement cela. Une chose que cela me dit, c'est que Vladimir Poutine s'attend à ce que les choses reviennent à la normale à long terme. C'est pourquoi il planifie South Stream et coopère avec la Turquie sur d'autres pipelines. L'interruption des flux pétroliers est un état anormal, causé par le conflit temporaire, qui empêche les Européens d'accéder à la source d'énergie la plus proche et la moins chère, qui est la Russie. Vladimir Poutine s'attend à ce que cette situation se renverse et continue de signaler aux Européens qu'ils peuvent revenir à la normale à tout moment. We can go back, dear Europeans, anytime. Just let me know. We'll turn on the taps again and you can have again. Faites-le moi savoir et nous rouvrirons les vannes. Vous pouvez récupérer votre industrie. Allemagne, vous n'avez pas vraiment besoin de vous désindustrialiser si vous ne le souhaitez pas. Faites-le nous savoir. Je pense que ce n'est pas un mauvais message. Cela pourrait renforcer les segments du paysage politique allemand et centre-européen qui souhaitent revenir à la normale. Ce sont ceux qui ont une approche plus pratique des questions économiques et industrielles. Pensez au prochain parti en Allemagne. Pensez à certaines divisions venant des partis de droite en France et en Italie. Ce jeu énergétique n'est pas terminé, et Vladimir Poutine se positionne pour bénéficier d'un retour à des relations normales sur le continent. Return to normal relations on the continent. Si vous appréciez Last New Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.